Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Justice et démocratie. Eh bien, la corruption impacte négativement sur les projets et programmes de développement et influence négativement la gouvernance dans les pays. La corruption est d'actualité dans notre pays au lendemain même où l'Assemblée nationale vient de voter une loi sur la corruption et les pratiques assimilées. Quels sont ces enjeux justement sur notre société? C'est la question que nous allons débattre dans cette émission Justice et démocratie avec comme invité M. Alpha Saliou Bari. Il est directeur national des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice. Avec lui dans cette émission Justice et démocratie, le secrétaire exécutif justement de la lutte contre la corruption dans notre pays, la République de Guinée, il s'agit de M. Silla Sekou Mohamed, il est à ma gauche. Et M. Mohamed Kamara est chargé justement des questions juridiques, il est professeur de droit dans les universités de la place. Trois invités de taille, une émission, amis téléspectateurs, vous êtes les bienvenus. Alors donc je vais commencer par le représentant du ministère de la Justice. Aujourd'hui on parle de la corruption justement et des pratiques assimilées. Est-ce qu'il y a une problématique justement qui s'est posée au point qu'aujourd'hui une Assemblée nationale, n'est-ce pas, s'active ou s'est activée à voter une nouvelle loi sur la question? C'est vrai, il y a bel et bien une problématique qui s'est posée à la Guinée pour susciter l'élaboration et l'adoption de cette loi sur la corruption. Quelle est la problématique? Premièrement, il se trouve que la Guinée est engagée dans un processus de réforme de son système judiciaire, résultant des états généraux de la justice, parce que la Guinée s'est rendue compte qu'elle est partie à un ensemble de traités et conventions et que ces traités et conventions ne sont pas reflétés dans le droit interne. Nous nous sommes décidés de ressembler aux traités et conventions que nous avons. Je voudrais m'arrêter avec vous ici. Est-ce que vous avez pensé justement faire cette réforme parce que tout simplement la Guinée est partie à des conventions et à des traités? Non, ce n'est pas la seule. Vous avez occulté fondamentalement les réalités de proximité. Je ne comprends pas. Non, non. Vous voulez ressembler aux autres simplement? Il n'y a pas que les traités et conventions. Oui. Le besoin intérieur, l'évolution socio-économique de notre pays a atteint un seuil tel que si nous ne réglementons pas toutes les sphères de la vie, en y mettant de la bonne gouvernance judiciaire qui est mieux reflétée dans une loi spéciale de lutte contre la corruption, notre pays va partir. Oui, mais je pense que la corruption était réglementée bien avant aujourd'hui. Oui, elle était réglementée, mais cette réglementation ne tenait pas compte des traités et du traité international relatif à la lutte contre la corruption. La corruption était vue dans le code pénal dans le cadre de la corruption passive et de la corruption active. C'était les deux situations qui étaient réprimées. Le corrompu et le corrupteur, c'était les deux situations qui étaient prévues dans le code pénal guinéen. D'accord, on va voir avec M. Silla justement par rapport à cette question d'importance capitale. Il y a fondamentalement, M. Bari vient de poser la problématique en tenant compte d'un certain nombre d'indicateurs. Et vous justement, vous occupez concrètement, vous êtes l'épicentre justement de cette lutte. Est-ce que concrètement, ce sont les motivations, n'est-ce pas, qui vous ont amené justement à accompagner l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, dans la votation de cette nouvelle loi, M. Silla? Il faut se mettre dans le contexte des engagements du président de la République. Bien. Après examen, a ouvert un vaste chantier de réforme. Comme l'a si bien dit M. Alpha Saliou Bari, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, les textes au niveau de l'ancien code étaient obsolètes. Il n'y avait pas d'efficacité dans son application quant à la lutte contre la corruption et les infractions syndicales. Ils ont mis à profit les réformes au niveau de la justice pour sortir deux nouveaux codes. Le code pénal et le code de procédure pénale. Et dans le cadre de l'appartenance de la Guinée, les instruments supra-internationaux. La mondialisation. Notamment le protocole de la CEDEAO que la Guinée a signé en 2005, pas ratifié,
la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, qui a été promulguée par Feu Général Lansana Conté, et la Convention des Nations Unies contre la corruption, que la Guinée, à travers l'ANC, a activement participé à l'élaboration et à son adoption en 2003. D'accord, M. Sylla, je vais justement m'attarder avec vous sur la question. Tout comme M. Sylla, vous semblez justement vous inscrire dans une dynamique, n'est-ce pas, de comportement supranational. Mais vous avez dit que les instruments qui existaient étaient obsolètes. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu l'expliciter? À quel niveau? La sanction des pratiques de corruption était de deux bords, comme l'a si bien dit M. Barry. C'est-à-dire le corrompu, le fait d'être corrompu. Et corrupteur et corrompu. Oui, d'accord. Alors il y a d'autres implications qu'il fallait tenir compte. Oui, mais aujourd'hui, maintenant, la nouvelle loi, justement, elle s'est départie de ce mécanisme, ou bien il y a encore toujours que corrupteur et corrompu. Non seulement le contexte national est actif par rapport aux deux nouveaux codes, mais également le fait d'internaliser les engagements de la Guinée dans le cadre de la Convention des Nations Unies, l'instrument universel, pour prendre en compte les paramètres qui n'étaient pas tenus compte dans l'arsenal juridique. D'accord, vous avez travaillé en tant que secrétaire exécutif et je crois que depuis des années vous êtes là, mais on n'a pas fondamentalement entendu des grands scandales de corruption sur le terrain et pourtant fondamentalement vous êtes sur le terrain. Non, comment est-ce que vous l'expliquez? Non, je m'inscris en faux. Parce que quand vous dites que le dispositif était obsolète, est-ce que c'est pour justifier le fait que en fait l'agence était un peu en hibernation? Vous savez, la lutte contre la corruption a été un seuil dans la société guinéenne qu'il faille pratiquer une stratégie appropriée. Une stratégie, pourquoi? Et nous avons, dans un premier temps, avec l'aide de nos partenaires, oui, particulièrement le OCHIWA, lancé après celle de la Banque mondiale, oui, en 2003, oui, lancé des séries d'enquêtes pour percevoir le phénomène de la corruption et la mauvaise gouvernance. Pourquoi cet appui extérieur, M. Sylla? Est-ce que cet appui extérieur même n'est pas une passe pratique assimilable? Parce que j'ai comme l'impression que vous-même, vous êtes dépendant fondamentalement pas du des tout. institutions. Non, pas du tout. S'il y a des opportunités à nous permettre de réaliser notre programme, au moment où la Guinée connaissait une situation économique difficile, n'oubliez pas qu'on a été victime de l'effet. Oui, mais la lutte contre la corruption, quand même, ça devrait être un secteur de souveraineté nationale, M. Sylla. Naturellement, c'est ce qui fait que c'est la préoccupation du premier magistrat de la République. D'accord. Je reviendrai vers vous, M. Camara, par rapport à la même question. Je ne sais pas si c'est votre perception de la corruption, des avancées qui ont été enregistrées. Est-ce que c'est justement pour épouser un peu, n'est-ce pas, le caractère supranational, fondamentalement, de la lutte contre la corruption, ou bien vous pensez qu'il y avait des réalités de proximité, n'est-ce pas, qui pouvaient justifier, n'est-ce pas, le bien fondé, n'est-ce pas, de cette réforme ou bien de cette refonte de la loi? Oui, tout à fait. La deuxième tendance de votre question, c'est ce qui cadre mieux. En fait, il y a des réalités. Et au-delà, quand vous vous appuyez sur le rapport du PNUD, sur la question des raisons qui justifieraient, par exemple, le sous-développement ou bien le retard de certains pays, il est mentionné très clairement que la corruption n'est même pas l'une des causes, mais c'est la cause fondamentale. Et donc, il faut sévir contre une telle pratique. Alors, parlant des textes, il est vrai qu'il y a des avancées parce que, en faisant l'approche SWOT sur les textes, en identifiant les faiblesses, les forces, les menaces et les opportunités, on peut aller vers l'avant. Mais ce texte a ceci d'important parce que ça rend d'abord la corruption imprescriptible. Bon, à ce niveau, ce sont les membres du CNT qui ont été les précurseurs parce qu'ils ont indiqué au préambule de la Constitution que le peuple de Guinée veut tellement lutter contre la corruption qu'il fallait quand même intégrer une dynamique imprescriptible. C'est-à-dire que les gens ne diront pas maintenant, non, la corruption à l'époque des faits, ça date de 10 ans, de 20 ans, vous allez être poursuivi dès lors que les faits sont avérés. L'imprescriptibilité, oui. Exactement. Mais au-delà de l'imprescriptibilité, il y a aussi les infractions assimilées qui ont été rendues également imprescriptibles au niveau de cette nouvelle loi 041. C'est-à-dire que tout ce qui est comme délit d'initié, abus d'autorité, ensuite blanchiment d'argent, enrichissement illicite. Donc
C'est pourquoi, en bon français, on doit plutôt dire corruption et pratiques assimilées. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est important à date. Maintenant, est-ce qu'il faut se réjouir simplement et dire que c'est fini? Non. Il est vrai que le président de la République, avec tout le respect dû à son rang, a promulgué non seulement cette loi, mais il y a aussi le ministre de la Justice, je veux dire, qui a fait assez d'efforts par rapport aux deux codes, le code pénal et le code de procédure pénale, les lois 059 et 060. Mais il y a aussi le ministre des Affaires étrangères actuel qui a signé l'acte d'adhésion. Donc ça veut dire que le gouvernement y est engagé, quoi. Oui, mais ce n'est pas fini. Non, je sais que ce n'est pas fini. On reviendra sur ce qui reste à faire. Exactement. Par rapport à cette Maintenant, quant à la perception, voilà, c'est qu'il faut faire une différence entre ce qui est mis dans les textes. Il faut éviter le mimétisme. Il faut voir un peu dans la pratique comment ça peut se faire. Un exemple typique. Il reste 2 jusqu'à 3 actes fondamentaux pour que cette loi s'applique entièrement. Le premier acte, c'est 2 décrets qui doivent être pris. D'accord, la procédure, on reviendra sur elle. Non, mais je parle de réalité, parce que vous allez dire tout de suite là, bon, s'il faut parler de corruption, il faut voir simplement les gros bonnets. Mais il est indiqué qu'un décret doit être pris en Conseil des ministres pour faire la liste des personnalités. Je suis d'accord avec vous que la procédure n'est pas encore de mise en pratique, justement, de l'opérationnalisation de cette loi. La procédure n'est pas terminée. Mais je voudrais voir maintenant le contenu, c'est-à-dire venir. Quelles sont les grandes lignes, justement, de cette nouvelle loi? Monsieur Barry, vous qui avez travaillé sur ces textes-là, quelles sont les grandes lignes, c'est-à-dire de la lutte contre la corruption, les versions, nouvelles versions? Comparant le texte de cette loi et les dispositions de la loi de 1998 portant code pénal, vous constaterez que de 2 articles qui traitaient de la corruption passive à la corruption active, on est passé actuellement à 156 articles. Bien, alors d'abord, une minute s'il vous plaît. Allez-y. Au plan de la définition, dans le code pénal de 1998, on définissait le corrompu et le corrupteur. La définition de cette nouvelle loi a donné une vision plus large de la corruption et a dégagé, comme M. Mohamed l'a dit, une série de comportements qu'on appelle des infractions assimilées à la corruption. D'accord. Au plan de la définition, je vais lire l'article 3. Il dit: la corruption est le résultat des moyens utilisés et des actions tendant à détourner quelqu'un de ses devoirs pour le déterminer à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, moyennant un avantage indu ou un enrichissement. D'accord, vous allez vous compléter sur ma question pour une meilleure compréhension de mes téléspectateurs. C'est qui le corrompu? Qui est corrompu dans le contexte actuel de cette loi, monsieur Ba? Le corrompu, c'est l'agent public ou l'individu qui reçoit la rémunération indue. L'agent public. L'agent public ou l'individu privé, dans tous les cas, elle met en exergue aussi. Dans la corruption, il y a non seulement les agents publics, mais il y a des particuliers aussi qui sont chargés de missions de service public qui peuvent être corrompus. Bien. À l'occasion de l'exécution. Quelles sont les pratiques, justement? Je voudrais sur le terrain, de façon très simpliste, fondamentalement, que vous nous disiez, partant de cette définition, c'est qui le corrompu? Le corrompu, c'est principalement actuellement les agents publics qui savent que la loi les commande de remplir leur mission, étant entendu qu'ils sont rémunérés par l'État qui est leur employeur. Mais, contrairement à cette situation, ils exigent des citoyens qu'ils leur remettent quelque chose en contrepartie. Là, ça devient un pot. Non, là, ça devient un pot de vin. Ça, c'est une pratique assimilée. Oui, ce n'est pas une pratique assimilée. Hein. C'est la corruption d'abord. Non, on viendra. La corruption, c'est le fait de recevoir. Bien. Ça, c'est la corruption passive. D'accord. Le fait que vous, M. Ablaye Djibril, en tant que citoyen, vous allez vers un administrateur, comme un responsable public quelconque, vous l'approchez, vous lui proposez une rémunération à laquelle il n'avait pas droit, à laquelle il ne prétendait pas. La perception de fonds indus. Et vous lui remettez tel montant
pour obtenir une faveur à laquelle vous n'avez pas droit. D'accord. Est-ce que vous pouvez le compléter par rapport à ma question? Si vous me laissez aller à la fin de mes idées, parce qu'il y a l'action du corrupteur, c'est le fait d'aller vers l'agent public avec une valise de sous et vous le déterminez à faire quelque chose que vous n'avez pas, pour obtenir un intérêt auquel vous n'avez pas droit. Ça, c'est le caractère actif. Ça, c'est le corrupteur. Bien. La corruption active, si vous voulez. Le fait par le fonctionnaire public de savoir qu'il est rémunéré. Et nonobstant tout ça, il accepte cette valise. C'est de la corruption passive. Bien, d'accord. Maintenant, il est important de ne pas effrayer tout le monde sur l'aspect de la corruption. Les petits cadeaux et les montants voisins jusqu'à 500 000 francs qui sont donnés hors l'exercice des fonctions ne peuvent pas être interprétés en acte de corruption. Bien. Mais quand maintenant un fonctionnaire aussi suscite que vous lui donnez ou il vous réclame, ça aussi constitue un acte de corruption. Et celui qui donne? Celui qui donne est le corrupteur, celui qui reçoit, c'est le corrompu. Les deux tombent tombent sous le coup de la loi. Bien. Mais la tentative aussi est punissable. La tentative de la corruption. La tentative est Maintenant, en ce qui concerne les comportements assimilés, il y a une liste de comportements assimilés, mes collègues vont me compléter, notamment le fait par un fonctionnaire public de puiser dans les caisses de l'État public constitue un acte de corruption. Le fait par un fonctionnaire public de détruire des titres dont il en a la garde, tel qu'un agent d'un service comme la conservation, c'est vraiment un dépôt de documents publics très important pour matérialiser les propriétés des individus. L'entrave à la justice. Celui qui détruit un acte de ce dépôt-là fait également de la corruption. Donc il y a une liste impressionnante de comportements qui rentrent dans la corruption qui vont compléter. Alors, M. Silla, justement, par rapport à la même question. Vous savez, la corruption, nous sommes en train d'examiner un troisième acteur. Pour le contexte de la Guinée, corrompu et corrupteur. Oui, mais ce troisième acteur, est-ce qu'il figure ici? Non, non, non. Mais, il finira par être soutien. Très simplement, M. Abdoulaye Djibril Diallo est nommé aujourd'hui ministre. Les éléments viennent interpeller M. Abdoulaye Djibril. Il ne faut pas faire de coin, il faut... Comme tu n'es pas maudit. Voilà. Alors, inciter M. Abdoulaye Djibril Diallo... L'incitation donc à la corruption. Oui, c'est une... Bon, en attendant que vous ne preniez ça en compte maintenant, je voudrais poser la question. Pour ce qui concerne les éléments assimilés, il y a la surfacturation et la sous-évaluation. Quand il s'agit de payer à l'État, ce droit soit minimisé. Quand il s'agit de faire payer par l'État, faire la surfacturation. L'arnaque. Et quand un citoyen doit bénéficier d'une disposition légale et réglementaire, telle que le président de la République a pris un acte, rendant gratuitement la césarienne. Tout le monde sait que ce texte existe, mais les praticiens, en bonne partie, je ne peux pas dire que c'est tout le monde, en font le contraire. Les mamans, les sœurs en souffrent énormément. C'est une pratique assimilée. C'est une pratique assimilée. D'accord, M. Camara, par rapport à la même question. Donc, moi je pense que les pratiques assimilées, elles sont nombreuses. Le problème, il faut procéder à une question de vulgarisation de ces textes-là, les compléter d'abord. Parce que même si on disait, bon, écoutez, il y a tel texte, on a beau à expliquer le contenu, les gens ne sauront pas. Parce qu'il y a un fait dans notre société, c'est les pratiques. Par exemple, les cadeaux, les marques d'hospitalité et autres. Il est dans la culture que, dès lors que... Oui, mais justement, c'est important ce que vous dites là. La motivation, où est-ce que vous la mettez? Parce que vous savez, l'un des grands problèmes de notre société, c'est qu'il n'y a pas de motivation. Et la motivation dans notre société aussi, elle est beaucoup plus financière que tout. Je ne sais pas comment est-ce que vous... Allez-y. C'est pourquoi il faut d'abord mettre le travailleur dans de très bonnes conditions, pour le mettre à l'abri de la tentation. Ça ne suffit pas. Parce que même quand les gens sont mieux payés, entre expliquer la corruption et justifier la corruption, c'est différent. Donc, ça ne justifie pas, mais ça peut expliquer le fait que les gens développent une tentation.
Mais quand vous prenez l'article 36 de la Constitution, il y a des hauts cadres, en fait des personnalités au niveau des institutions qui doivent faire leur déclaration de biens. Mais il y a un décret qui doit être pris en Conseil des ministres pour que l'on fasse la liste exhaustive de tous les cadres qui doivent faire leur déclaration de patrimoine avant la prise de fonction et à la fin. Ça, c'est une mesure de prévention. Parce que la loi, là, ce n'est pas seulement une loi de répression. C'est une loi de prévention, de détection et de répression. Je reviendrai sur la prévention. Et donc, quand vous prenez la complète, parce que vous savez que le président de la République peut prendre deux types de décrets. Un décret ordinaire qu'il prend au bureau, mais un décret pris en Conseil des ministres. C'est pourquoi vous allez voir ce type de décret, c'est accompagné de l'astérisque. Parce que c'est en Conseil des ministres, même si les ministres ne s'imposent pas, mais c'est là-bas le cadre. Alors ça manque. Ensuite, le deuxième décret qui doit être pris en Conseil des ministres, c'est le décret qui va fixer les attributions de la composition et tout le reste, le fonctionnement de l'agence même qui doit porter cette lutte-là. Donc si ça, ce n'est pas pris, ça va poser problème. D'accord. L'autre niveau, c'est bien entendu la vulgarisation. D'accord, on reviendra sur les procédures, M. Camara. Mais je voudrais savoir justement, il y a aujourd'hui, en tenant compte, n'est-ce pas, des réalités de proximité sur le terrain, il y a que sur le terrain politique et dans le domaine de l'éducation, il y a problème. Je ne sais pas comment est-ce que si cette préoccupation vous a échappé. Il a été partagé dans les dispositions de la loi. Voilà, d'accord, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces deux aspects de la question? L'éducation est prise en compte. Nous savons, c'est un secteur déterminant dans le processus de développement du pays. Et ce qui a amené le législateur, l'initiateur de la loi et le législateur prendre en compte dans ces dispositions, d'abord, une campagne de sensibilisation. Mais qui est visé d'abord dans le domaine de l'éducation? Qui est visé? L'enseignant et comme les élèves qui sont visés dans les dispositions de la loi anticorruption en ce qui concerne le secteur éducatif. C'est-à-dire que la fraude à la fraude dans les examens et concours. Oui, d'accord. Qui n'est pas à tolérer. C'est ce qui même nous a amené l'ANC à négocier avec l'UNESCO à travers son institut international de planification de l'éducation et le programme ETHICO pour le développement de la lutte contre la corruption, la promotion de l'éthique et la transparence dans le secteur éducatif. Un protocole sera bientôt signé avec cette institution à cet effet. Bien. Et également assurer la promotion ou l'intégration de la lutte contre la corruption dans le curricula des universités et institutions supérieures. D'accord, avant que vous n'en arriviez, il y a que sur le terrain politique, le plus souvent, l'argent circule. Et de façon, enfin, il est difficile justement de surveiller ce mouvement, cette mécanique. Je ne sais pas au niveau de la direction nationale, vous qui avez travaillé justement activement sur le terrain, comment est-ce que vous avez perçu justement cette réalité? Voilà, cette question m'amène à faire un petit pas en arrière pour camper le domaine de cette loi. Oui, allez-y. Cette loi est une loi générale. Aucun domaine de la vie publique n'échappe à cette loi. On dit secteur public, secteur privé. Et au-delà, on a pris des domaines particuliers. Le domaine de la magistrature, le domaine des marchés publics, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé et autres, ainsi de suite. On est passé en revue la bonne gouvernance de gestion à l'intérieur de chacun des domaines. Bien d'accord. Pour les concerner. Chacun peut se retrouver à l'intérieur. Oui, d'accord. Donc, sur le terrain politique, là. Sur le terrain politique, nous n'avons pas perdu de vue le terrain politique parce que nous avons tenu compte de l'intervention des entreprises, des sociétés dans les élections politiques. Cette disposition, une disposition prévoit que les élections politiques ne doivent pas être subventionnées par des entreprises. Et les ONG ne doivent pas obtenir des dons d'une certaine manière. Tous les dons qui doivent tomber dans les ONG doivent avoir une origine licite, traçable. Donc, des groupes
de la politique aux ONG, il n'y a pas un secteur qui n'a pas été pris en considération. Donc, est-ce que le fait de donner, par exemple, de l'argent à des militants est assimilable à une pratique de corruption ou pratique assimilée dans votre perception de cette loi? Ça dépend. De quoi et de qui? Ça dépendrait de ce que, en perspective d'une campagne, le fait de distribuer de l'argent à des électeurs peut être dénoncé comme un acte de corruption tendant à amener tout ou partie des électeurs à voter en tenant compte qu'il leur a apporté des sacs de riz ou apporté des liasses d'argent. Ça dépend. Bien. Mais le législateur a dit des dons qui ne sont pas situés dans la sphère d'une élection. Vous partez chez vous en tant qu'homme politique, vous prenez de l'argent, vous donnez à des citoyens, des parents qui ont cessé de vous voir ou des amis d'enfance, ça ne peut pas être assimilé à un acte de corruption. Mais à l'avant-veille d'une élection, si vous vous mettez à distribuer de l'argent, c'est constitutif. D'accord. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, je vous retrouve dans quelques 2 minutes. Donc je reviens vers vous, Monsieur Barry, Monsieur Silla et Monsieur Camara. Il y a aussi que vous avez parlé de l'enrichissement illicite. C'est-à-dire la question va me conduire tout à l'heure sur le terrain de la prévention. Quand est-ce qu'il y a enrichissement illicite? Il y a enrichissement illicite. Moi, on me nomme tout à l'heure à un poste. J'ai un bien équivalent à 500 000. 500 000 comme salaire. C'est ça, non? Je ne dis pas salaire. Un bien équivalent à 500 000. D'accord, d'accord, un bien. Ouais. Et j'ai une maisonnette. Ouais. 6 mois, 1 an. Eh ben, mon compte part de 500 000 à 500 millions. Ouais. J'ai 2, 3 villas. Mon épouse va accoucher en Suisse. Mes enfants vont étudier aux États-Unis. Les gens doivent se poser la question de savoir. Mon parc automobile, il y a 4 limousines. Les gens doivent se poser la question de savoir mais comment il a acheté. Alors le poste que j'occupe, effectivement, permet de disposer. Mais je l'ai fait de façon illicite. C'est enrichissement illicite. D'accord. Je voudrais justement discuter d'un piège qui se situe à l'intérieur. Est-ce que vous avez plafonné le montant à partir duquel on peut parler d'enrichissement illicite? Parce que si vous payez quelqu'un à 440 000, c'est le SMIC en Guinée. Oui. Non. Demain, vous le retrouvez... Attends, non, je voudrais savoir si, c'est-à-dire vous avez tenu compte, parce que la loi, justement, s'appuie sur les réalités. Oui. C'est-à-dire que vous payez quelqu'un à 440 000 francs, c'est le SMIC en Guinée. Il n'est pas obligé d'accepter. Hein? Il n'est pas obligé d'accepter le salaire de 440 000. D'accord, il n'est pas obligé. Oui. Mais en fait, il est contraint, parce que c'est une question de survie. Oui. Demain, n'est-ce pas, vous le retrouvez, il a une voiture. Est-ce qu'à ce niveau, la loi a tenu compte justement de ces paramètres? Est-ce qu'il y a corruption à ce niveau? Non, c'est de vérifier. C'est de vérifier. Je veux savoir s'il y a eu un plafonnement. C'est extrêmement important justement de le dire, parce que vous avez donné un exemple sur des montants très élevés avec des pratiques au niveau par exemple des régies financières. Je sais pourquoi j'ai posé la question, c'est parce que quand vous payez quelqu'un le SMIC, 440 000 francs guinéens, avec toutes les restrictions justement qui se retrouvent dans cette loi, vous lui demandez justement de vivre alors que les 440 000 ne lui conduisent même pas au travail, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour le prix de son transport. Je dis, il y a problème, vous ne pensez pas qu'il y a, n'est-ce pas, quelque chose qui ne tourne pas par rapport à cette loi? Monsieur Silla, oui, d'accord, M. Barry. Les 440 000 ne sont pas un salaire. 440 000, on dit c'est le SMIC. C'est ça que je dis, le SMIC. Ce SMIC-là, oui, actuellement en Guinée, c'est la base, c'est une base indiciaire. N'est payé à ce SMIC, à ma connaissance, que les contractuels. Mais ils sont payés. Les contractuels de l'État prennent ce SMIC-là. Ce ne sont pas des travailleurs? Mais maintenant, ce ne sont pas des agents publics? C'est des travailleurs. Bien, alors. Bon, maintenant, si vous voulez parler de plafonnement de l'enrichissement illicite, non, si c'est la loi, je vous dirais que c'est une question difficile à faire. Pourquoi? Parce que la relativité de l'équation fait que ce qui est grand salaire pour quelqu'un qui gagne 400 000, son rêve c'est comment avoir 1 million. Et pour quelqu'un qui gagne 1 million, son rêve c'est pour aller à 2 millions, 5 millions. Donc les salaires ne sont pas les mêmes au niveau de toutes les hiérarchies de la fonction publique. Maintenant,
pour une catégorie de fonctions que le texte d'application va établir, avant d'entrer en activité, il va vous être demandé de faire la déclaration de votre patrimoine. Ce n'est pas pour les gardiens, ce n'est pas pour les titulaires de contractuels qu'on va demander. C'est ceux qui ont des fonctions qui impactent la vie nationale. C'est à ces personnes-là, à ces personnalités-là qu'il va être demandé de faire une déclaration de patrimoine. À votre sortie également, vous ferez une déclaration de patrimoine qui permettra de savoir de combien vous vous êtes enrichi par rapport à quel salaire, et l'excédent peut donner lieu à une poursuite pour enrichissement illicite. Mais on ne va pas tomber sur le pauvre qui va se trouver au hasard de sa chance une petite voiture pendant qu'il est contractuel. Non, mais attention, le juge qui vole un œuf volera un bœuf, dit-on. Oui. Ça, c'est le principe aussi. Et le juge, en fait, pour lui, c'est l'infraction qu'il sanctionne, ce n'est pas la dimension. Heureusement que je suis juge. Oui, oui. Et le code aussi n'a jamais dit telle infraction. C'est 6 mois ou bien 5 ans tout court. Le législateur a toujours dit de 1 à 5 ans pour telle infraction, abus de confiance ou escroquerie par exemple. Et en fonction des circonstances, le juge va se placer pour trancher. Bon, vous n'avez pas tellement parlé du secteur privé, pourtant il est visé par cette... Le secteur privé est bel et bien concerné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les agents publics qui sont coupables de corruption. Le fait par un dirigeant de société de faire de l'abus de biens social. L'abus de biens social, c'est les dirigeants qui détournent l'argent de la société privée. Cela rentre dans le cas assimilé à de la corruption. Il y a une série de situations qui concernent le secteur privé et qui sont définies dans la loi, notamment l'abus de biens sociaux. Eux aussi ne sont pas épargnés. Quand ils sont coupables, ils sont poursuivis. Bien, donc au niveau de la prévention, vous n'avez pas justement pensé à contraindre que ce soit l'État ou alors que ce soit en tout cas le patronat à tenir compte justement de l'amélioration des conditions, n'est-ce pas, des agents publics. Je n'ai nulle part retrouvé justement un acte qui pose l'incitation, la motivation justement. Or, les sociétés les plus développées, comme par exemple les États-Unis, la motivation fait partie justement de l'architecture, de l'arsenal juridique justement pour éviter le pire dont vous avez mis en exergue. Oui, mais ce n'est pas dans la loi anticorruption que vous allez trouver une telle solution. Non, vous avez dit au niveau de la prévention, c'est prévu ici. Oui, non. Cette prévention-là, elle pourrait être le cas des magistrats, par exemple. Vous savez qu'au niveau du corps des magistrats, il y a ce qu'on appelle un conseil supérieur de la magistrature. Oui. Qui applique les dispositions contenues dans un statut de la magistrature. Oui. Ces dispositions sont des dispositions prévenantes. Quand le magistrat sait que quand il s'écarte de la loi, sciemment, quand il attrape une corruption à l'occasion de l'examen d'une affaire entre deux citoyens, il encourt une sanction de ce genre, je pense que la prévention est suffisamment établie. Bien. Alors donc, monsieur Camara, justement, nous avons une loi. Nous avons dit qu'au niveau de l'Assemblée nationale, elle a été votée à l'unanimité, ce qui signifie fondamentalement la détermination peut-être de nos députés justement à lutter contre cette pratique. Mais aujourd'hui, il y a quand même du chemin qui reste pour cette loi, n'est-ce pas, pour qu'elle soit opérationnelle. Oui, tout à fait. Comme je le disais tantôt, quand une loi est adoptée, après sa promulgation, il faudrait la publier au journal officiel, parce que si ce n'est pas publié, ça devient exécutoire quand c'est promulgué, mais pour que ça soit... C'est fait. C'est fait. Ah d'accord. C'est fait. Donc, je veux savoir ce qui reste à faire. C'est ce que je dis. Apparemment, vous ne me laissez pas continuer sur mon raisonnement. Premièrement, il y a le texte qui fait des renvois à des textes, notamment 2 décrets. Un décret qui doit être pris en Conseil des ministres pour faire la liste des cadres qui doivent faire leur déclaration de biens avant et après leur fonction. Ça doit être pris en Conseil des ministres. Le deuxième décret, par rapport à l'agence elle-même, ses attributions et sa composition. Je rappelle au passage que l'agence peut avoir comme ressources financières aussi des ristournes 10% sur les avoirs récupérés.
pour assurer le fonctionnement. Et puis l'autre élément qui reste, c'est la publication au journal officiel de la loi portant droit d'accès à l'information publique. Parce que la loi anticorruption fait un renvoi à cette loi. Or, à date, malgré l'adoption de cette loi par le CNT, ça n'a pas encore été publié dans les colonnes du journal officiel. Or, en application de l'article 1er du Code civil, dès lors qu'une loi est promulguée, elle devient exécutoire, mais pour qu'elle soit exécutée, il faudrait que ça apparaisse dans les colonnes du journal officiel. On dira que c'est opposable à tous. L'autre élément qui reste, c'est le volet prévention. Le grand frère peut témoigner, en juin 2015, sous l'initiative de l'ONUDC, il y a eu une sorte de demande au niveau de certains universitaires pour aller transposer la Convention internationale de la lutte contre la corruption dans le cadre des modules à enseigner dans le milieu universitaire. Ces modules-là existent. Ça nous a conduit du côté de Doha au Qatar en juin 2015. Et donc, jusqu'à date, il faut quand même intégrer cela au niveau des curricula de formation. Parce que si les élèves grandissent avec des normes, ils vont comprendre la gravité et la fréquence de la corruption. Imaginez l'ancrage. Il y a quelqu'un qui ne peut pas manger avec la main parce qu'il a cru au propos de son professeur de biologie qui disait qu'en mangeant avec la paume simplement, c'est plein de microbes. Donc, en enseignant cela au niveau de l'élève, il peut grandir d'avec. Bien. Ça ne suffit pas. D'accord. Il y a aussi la sphère de la société. Parce que c'est bien bon de dire aux gens, par exemple, faites la liste de l'ensemble des cadres. Dans un pays où même l'évocation du salaire est une question taboue, avec des considérations, vous imaginez qu'on dise, bon, vous avez rendu public l'ensemble de vos biens, avec tout ce que cela comporte comme aspect insécuritaire aussi. Je ne justifie pas là, mais c'est d'intégrer cela pour que la population comprenne qu'il y a nécessité à ce que la corruption soit combattue. Parce que sinon, s'il y a corruption au niveau de l'éducation, l'étudiant qui n'a pas bien appris la médecine va transformer l'hôpital en mouroir. Ensuite, le cadre qui n'a pas, en tout cas, eu pitié parce qu'il n'y a pas eu application de la loi, il va bouffer l'argent par rapport à la construction d'une école. Ça met le pays en retard. Bien. Et on peut multiplier comme cela à l'envi des exemples pour montrer combien de fois la corruption, évidemment, ce n'est pas la Guinée seulement qui est confrontée à ces phénomènes-là. Les degrés diffèrent, mais c'est une question de lutte qui doit être menée. D'accord, c'est une dynamique. C'est une dynamique. Alors, avec donc, je vais revenir vers monsieur le directeur, le secrétaire exécutif. Est-ce que vous êtes sur le terrain? Si on vous demandait aujourd'hui quelles sont les difficultés que vous rencontrez, n'est-ce pas, dans la lutte contre la corruption, sans langue de bois. Il ne faut pas se le cacher. Comme l'a si bien dit monsieur Camara, d'abord, il y a les dispositions institutionnelles. Le cadre institutionnel actuel de l'ANC, après avoir enregistré des avancées significatives dans le processus législatif et normatif, ne permet pas d'aller vivement dans la lutte contre la corruption. Les moyens de la politique. Il nous manque énormément de moyens. Je pense que l'autorité... Vous ne recevez pas d'injonction concrète? Non. Quand il y a des grands dossiers. Non. Vous savez, dans l'exercice de la justice, on parle toujours d'interventionnisme. Non, on n'a même pas. Non, il y avait avant cette loi, il y avait la justice. Ça, je le dis, au nom de tous ses collègues membres du gouvernement, il a vertement dit que la Guinée ne va pas se faire un État sans loi. La Guinée ne va pas faire l'économie d'une loi anticorruption. Il l'a dit il y a moins de 8 mois. Bien. Nous avons aujourd'hui la loi adoptée, promulguée et publiée dans le journal officiel. Bien, vous savez que quelqu'un a dit, en fait, c'est un observateur très averti, que la Guinée est l'un des pays les plus réglementés du point de vue, n'est-ce pas, légistique. Mais c'est l'application qui pose problème. Monsieur Barry. Oui, cela est vrai. Mais en ce qui concerne l'Agence nationale de lutte contre la corruption, force est de reconnaître que cette loi était en gestation depuis plus de 10 ans. Il y avait une agence qui existait, mais qui ne reposait sur aucune base légale.
grâce à la persévérance du nouveau ministre de la Justice, ce projet qui dormait dans les tiroirs est passé aujourd'hui à une loi qui a été adoptée, promulguée et mise dans le journal officiel. Mais pour que l'agence puisse travailler concrètement, il lui faut les moyens et la prise en charge de son personnel. Il lui faut les textes d'application contenus dans la loi auxquels nous allons nous attaquer dans les jours et mois qui vont suivre, pour permettre aux agents enquêteurs de l'agence de se mettre sur le terrain. Parce que ces agents enquêteurs, ils ont, au regard de la loi, la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont placés sous la direction du procureur de la République, comme les policiers de la police judiciaire et les gendarmes, les militaires de la gendarmerie qui font de la police judiciaire. Ils ont les mêmes attributs en ce qui concerne le domaine spécifique qui est le leur. Bien, d'accord. Je pense qu'on ne peut pas expliciter toute cette loi aujourd'hui. Peut-être que nous reviendrons une autre fois encore pour essayer peut-être dans les moindres détails, revenir au cas par cas, parce que c'est une disposition, M. Camara disait tout à l'heure qu'il faut vulgariser la loi, parce qu'en matière de droit, vous dites toujours que nul n'est censé ignorer la loi. C'est un principe de droit, même si fondamentalement, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour que les lois soient vulgarisées, malgré que la Constitution, justement, fait une injonction. Alors donc, je vais devoir vous quitter avec le sacré espoir de vous retrouver. Mais d'ici là, je vais vous accorder peut-être 30 secondes chacun pour son dernier mot. Je vais commencer par M. Camara. Bon, moi je pense qu'à partir du moment où on a décidé de vivre dans une république et dans un état de droit, on doit apprendre à respecter les textes. Aussi longtemps qu'on ne respectera pas nos textes, on ne s'en sortira pas. Et on ne peut pas vouloir d'une doctrine et renoncer à ses principes. Et donc, tous les cadres, toute la population, il faudrait qu'on cesse d'être dans un paradoxe. Quand vous volez, on dit vous êtes voleur. Vous ne volez pas, on dit non, c'est un maudit. Vous vulgarisez les valeurs, on dit vous prenez pour qui? Vous faites un retrait, on dit que c'est le silence coupable des intellectuels qui a nui à ce pays. Vous prenez des mesures pour redresser, on dit non, c'est une sévérité. Vous ne sévissez pas, on dit non, c'est du laxisme. Donc face à tout ça, je pense qu'on doit être conséquent. Maintenant, quand les textes ne peuvent pas obéir à la réalité, qu'on adapte les textes pour éviter le mimétisme juridique. En le faisant, je pense qu'on peut se développer graduellement. D'accord. Monsieur Barry. À la suite de ce qu'a dit mon jeune frère, auquel j'adopte fondamentalement, nous attendions vivement l'adoption de ce texte. Nous souhaitons que les décideurs publics et nous-mêmes, nous nous impliquions tous pour l'élaboration des textes d'application qui accompagnent cette loi afin qu'elle soit mise en application au mieux d'une bonne administration de la justice et de la bonne gouvernance de notre pays. D'accord. Monsieur Sylla. Oui, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, certainement le gouvernement a fait des avancées significatives, mais le parcours encore loin. J'interpelle et le gouvernement dans la mise en application des dispositions de cette loi, mais également toute la population guinéenne, de s'approprier la lutte contre la corruption, d'accepter que nous luttons contre la corruption. Si nous avons en tant qu'humains un ennemi, l'essentiel ennemi, c'est la corruption. C'est par le fait de la corruption que Adam a enregistré la première sanction de Dieu. J'en appelle à tout le monde. Comme je sais que la Guinée, le peuple de Guinée est croyant, chrétiens, musulmans, protestants, tous nous sommes croyants, acceptons de lutter contre la corruption pour une belle émergence
de la Guinée. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie qui a porté sur la lutte contre la corruption. Des avancées significatives sont enregistrées, en tout cas, c'est le constat qui vient d'être fait au terme de cette émission, avec justement la mise à disposition d'une nouvelle loi par l'Assemblée nationale, une loi qui lutte contre la corruption et ses pratiques assimilées. Et justement, pour revenir sur les grands enjeux de cette loi, nous avons reçu ici même au plateau de la télévision nationale, M. Alpha Saliou Bari, il est directeur national des affaires civiles et du Sceau. Et avec lui dans cette émission Justice et démocratie, le secrétaire exécutif justement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, M. Sekou Mohamed Silla et M. Mohamed Kamara, juriste, professeur de droit dans les universités. L'émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.